je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Ah oui. On boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. L'alcool, l'alcool, l'alcool. Un grand sujet sur lequel tout le monde se positionne, je pense. Aujourd'hui, je me positionne. Pourquoi je viens vous parler de ce sujet aujourd'hui? Premièrement, parce que c'est un sujet important. Deuxièmement, parce que je suis saoulée que mes potes me demandent pourquoi tu bois pas, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que je te sers, et que je réponde non merci. Non merci. Et qu'ils insistent, et qu'ils insistent, et qu'ils insistent. Les gars, vous êtes relous. Donc j'aurais pu me contenter de pousser un coup de gueule face à la caméra, ce qui, on est d'accord, n'aurait pas eu grand intérêt. Pas content, pas content, pas content. Donc, j'y associe le côté nerd. Je vais donc commencer par vous parler de mon expérience personnelle avec cette substance. Et dans un second temps, je vous expliquerai un peu ce que j'ai pu apprendre dans l'article de Didier Nourisson et qui éclaire la question par un petit aspect historique. Je pense que tout le monde absolument est légitime pour parler de ce sujet parce que tout le monde se positionne vis-à-vis de l'alcool. Certains ont une histoire et un destin plus ou moins entremêlés avec cette substance. Mais dans tous les cas, on est obligé de décider à un moment donné si on va en consommer, si on ne va pas en consommer, si on est indifférent vis-à-vis du fait que les gens autour de nous consomment de l'alcool ou si on milite pour bannir ces molécules de nos systèmes digestifs à tout jamais. Pas content, pas content, pas content. Bref, l'alcool, tout le monde sait ce que c'est, chacun fait ce qu'il veut avec, mais ça peut poser quelques problèmes. Me, myself and alcohol. Pour parler de mon background personnel, j'ai grandi dans une famille où on boit très peu d'alcool. Je pense que j'ai dû voir une bouteille de vin une fois par an sur la table à Noël, ou une bouteille de champagne quand j'ai passé le bac par exemple. Pourtant j'étais même pas encore majeure. Mais on va dire que c'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien chez nous. Mes parents sont plutôt détendus sur le sujet parce que... on n'en a jamais vraiment parlé maintenant que j'y pense. Mais disons qu'avec mes sœurs, quand on a commencé à dépasser les 15-16 ans, c'était pas rare que lorsqu'il y avait de l'alcool sur la table, nos parents nous fassent goûter, peut-être dans l'idée que si on n'interdit pas quelque chose catégoriquement à son enfant, il sera moins tenté d'aller faire ces expériences débordantes par ailleurs. En tout cas voilà, je me souviens avoir goûté un petit peu humecté l'alcool du bout des lèvres et avoir trouvé ça complètement dégueu, on est d'accord? Qui n'a pas trouvé l'alcool dégueulasse la première fois qu'il a goûté? Waouh! Ensuite, dans ma consommation plus émancipée de l'alcool, quand j'ai pris ma vie adolescente en main, j'ai commencé finalement tard à consommer de l'alcool parce que je faisais très peu de soirées. Je peux compter les soirées que j'ai faites sur les doigts de la main dans mes années lycée et prépa, c'est-à-dire jusqu'à mes 19 ou 20 ans. Ce qui m'a pas empêché de prendre ma première cuite à Dublin à 17 ans. En plus j'étais seule avec un mec que je ne connaissais pas. Enfin, maintenant que j'y pense, c'était assez inconscient, mais j'ai découvert mes limites à ce moment-là. Donc voilà, ma première grosse cuite, c'était à 17 ans. D'ailleurs, je serais curieuse de connaître l'âge de votre première cuite à vous dans les commentaires. Et votre cocktail préféré aussi. Et justement, après cette première cuite, je me suis dit, plus jamais. Tout le monde dit ça, mais pour moi c'était vrai. Ou presque, parce que j'en ai reprise une sans trop le vouloir non plus, quand j'étais chez une amie. Je me souviens, c'était un soir, je voulais juste penser à autre chose. Bah ça a marché. Mais après ça m'a mise par terre pendant 3 jours, j'ai vomi dans la voiture de ma mère en essayant de faire croire que c'était pas à cause de... Stop the car, please. Enfin bon, bref, pas une bonne expérience. Et vraiment, ces 2 fois-là ont suffi pour me vacciner, d'autant que, dites-moi si certains d'entre vous sont dans la même situation, mais j'ai une angoisse terrible de vomir, sans aller jusqu'à dire que je suis hémétophobe, car je suis contre l'autodiagnostic, mais en tout cas ça m'angoisse, hein. Quand je vois quelqu'un qui potentiellement aurait envie de vomir, que moi je commence à avoir des nausées, je suis pas bien, donc je n'ai pas envie de m'infliger une souffrance telle en buvant de l'alcool au-delà de mes capacités, ou des capacités de mon foie. Donc après ces 2 grosses cuites qui ont pour moi été des mauvaises expériences et je ne comprends pas comment les gens s'en remettent et reproduisent le même schéma volontairement, vraiment vous êtes des masochistes. J'ai eu cette période en fin de prépa où par exemple pour fêter les concours, enfin ça m'arrivait de boire un petit verre de temps en temps mais vraiment parce que c'était là, parce que
En fait, l'alcool était un non-sujet dans ma vie. Je pense qu'il m'arrivait d'en boire de temps en temps, un verre à table quand l'occasion se présentait, mais vraiment j'ai assez peu de souvenirs. En revanche, entre mes 19 et mes 21 ans, il y a eu toute une période où volontairement je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool et j'annonçais aux gens en arrivant dans les soirées, etc. je ne bois pas. Certains posent la question pourquoi, d'autres ne la posent pas. Et je vous encourage à ne pas la poser si c'est le cas. En tout cas, moi, il y avait une explication à la fois simple et pas simple, c'est que je souffrais à ce moment-là d'anorexie mentale et d'orthorexie, que pour moi l'alcool était le poison suprême. Je n'avais pas envie de me détruire la santé, je n'avais pas envie d'ingérer une explosion de calories dans un petit verre. Et il y avait aussi cet aspect peur absolue de perdre le contrôle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc ça a été une période de ma vie où pas d'alcool, mais pas grand chose non plus, pas de fun, pas de nourriture, pas d'émotion. Donc bon, je recommande pas. C'est donc dans ce contexte-là de diabolisation de l'alcool et de beaucoup d'autres choses que je suis rentrée en école de commerce, aka le paradis de l'alcool. Et j'avais des a priori très négatifs, comme peut-être une partie de la population française qui connaît la réputation des écoles de commerce et les polémiques qu'ont pu susciter les beuveries dans ce genre d'établissement. Vous avez des week-ends d'intégration à n'en plus finir, c'est des semaines d'intégration où l'alcool coule à flot et ça devient une normalité. J'avais des a priori hyper négatifs en me demandant mais pourquoi les gens font ça, pourquoi c'est un environnement qui cautionne ce genre de choses, je comprends pas. On peut s'amuser sans, nanani, nanana. Oui, on peut s'amuser sans, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé un peu à me détendre du slip, j'avoue, parce que, qu'on le veuille ou non, l'alcool fait partie du paysage des écoles de commerce et est un élément d'intégration. Bien sûr, il y a des gens qui ne boivent pas en école de commerce, j'ai des amis qui ne boivent pas, mais ils sont obligés de le dire. On va leur poser des questions, j'en ai été témoin, on m'a posé des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, on est encouragé à boire de l'alcool, pour le dire de manière très simple. Et au-delà du fait d'être encouragé à en boire, je trouve que les états qui font peur, je trouve qu'on ne diabolise pas assez ce genre d'excès. Honnêtement, j'ai vu des amis, des connaissances dans des états qui m'ont vraiment fait peur. Après, c'est peut-être ma sensibilité aussi, mais disons que l'alcool peut faire des ravages, et on le dit souvent une fois que c'est trop tard. Donc moi, petite Astrid, en école de commerce, anorexique à ce moment-là, qui pense qu'elle peut le cacher alors que ce n'est pas possible de le cacher, j'avais encore envie d'avoir l'air à peu près normal, et la consommation d'alcool est un des facteurs qui me faisait penser que je pouvais avoir l'air normal, comme tout le monde, de m'amuser, etc. Donc j'ai recommencé à boire un petit peu à ce moment-là, mais vraiment un petit peu, et en fait, grâce à l'alcool, j'ai redécouvert un truc de fou, c'est la sensation de faim. Et en fait, j'en avais parlé à mon psy de l'époque qui me suivait pour les troubles du comportement alimentaire et pour d'autres choses, mais qui m'accompagnait là-dessus. Il savait que j'avais beaucoup de mal à m'en sortir, évidemment, et je lui avais fait part de ce phénomène, que quand je buvais un petit peu, bah en fait après j'avais une dalle, mais une dalle, et que je m'empêchais plus de manger, et qu'à la fois c'était cool parce que c'était les seuls moments où j'arrêtais d'avoir ce contrôle sur ce que j'ingérais, et en même temps ça m'inquiétait un peu parce que je me dis, c'est pas très sain quoi, que la solution au problème soit l'alcool. Et je me souviens, ce qu'il m'avait répondu m'avait plutôt marqué, il m'avait dit peu importe la solution, l'important c'est qu'il y en ait une, si ça vous fait du bien, buvez et mangez quoi. En fait je pense qu'il savait que je risquais peu de tomber dans l'extrême inverse, dans l'alcoolisme, donc ça l'a pas, voilà, c'est un professionnel de santé qui connaît très bien son métier, qui a beaucoup d'expérience, donc je lui fais confiance à 100% là-dessus, et le fait est qu'aujourd'hui je ne suis toujours pas alcoolique, loin s'en faut. Donc pour moi c'était important d'évoquer ce petit épisode qui fait que ça a quand même pas mal changé mon rapport à l'alcool, et vraiment je pense qu'il m'a aidé si on peut dire, à reprendre du poids. Toute cette épopée pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je considère avoir un rapport tout à fait sain et modéré à l'alcool, ce qui est une bénédiction car je suis ravie d'avoir ce problème en moins dans ma vie. Comme tous les amateurs d'alcool, j'ai mes préférences, notamment les petits vins blancs moelleux, genre un Sauternes ou un Montbazillac, sur une terrasse ensoleillée, dans une rue pavée. Ça, c'est quand même l'épicurisme sous sa forme la plus pure. Mais, malgré ce rapport décomplexé à l'alcool, je me retrouve souvent à devoir me battre pour dire que je n'ai pas envie de boire tel soir, ou que j'ai suffisamment bu et que je n'ai pas envie qu'on ouvre une autre bouteille pour moi. Et là où je me questionne vraiment, c'est que j'ai des amis
que je trouve intelligent, éduqué, tolérant sur d'autres sujets que celui-ci. Alors pourquoi est-ce que sur l'alcool, ils ont tant de mal à comprendre et, même s'ils ne comprenaient pas, tant de mal à accepter simplement un non? Le consentement, c'est quand même un concept... C-O-N-S-E-N-T-E-M-E-N-T. J'espère que je l'ai bien épelé parce que je verrai ça au montage. Le consentement, c'est un concept qui échappe à beaucoup de gens apparemment, qui en fait s'applique dans tous les domaines de la vie, ou qui le devrait dans un monde idéal. Pourquoi est-ce que vous incitez les gens à boire? Est-ce que c'est parce que vous considérez que vos amis sont moins fun quand ils n'ont pas bu, ce qui, dans ce cas-là, est un peu vexant, et en ce qui me concerne, je sais que c'est pas vrai? Est-ce que c'est parce que ça vous renvoie à votre propre incapacité à vous remettre en question vis-à-vis de la consommation d'alcool, et vous n'avez pas envie que quelqu'un vous démontre qu'on peut refuser consciemment d'en consommer, ne serait-ce que pour une soirée ponctuelle? Ou est-ce que c'est par pure bienveillance, comme j'ai pu le vivre au Brésil par exemple, on a envie que les gens se sentent bienvenus, qu'ils aient quelque chose à faire, donc quelque chose dans les mains, on va leur proposer un verre d'alcool. Je sais pas, proposez-moi autre chose, des olives, des nachos, un crayon à papier pour dessiner. Donc voilà où j'en suis pour mon expérience personnelle. En ce qui me concerne, I know where I stand vis-à-vis de l'alcool, et je suis entourée d'amis parfois relous, mais qui s'excusent parfois le lendemain quand ils savent qu'ils ont été un peu trop insistants. Parfois ça m'arrive de céder, genre dis bon ok allez un petit verre et ça me fait rien, ça ne me tue pas. Simplement, dans le sujet de la consommation d'alcool, il y a une valeur qui est importante pour beaucoup de gens, c'est la liberté. Que ce soit la liberté d'en boire et d'en boire autant qu'on veut, ou la liberté de ne pas en boire, et parfois il y a des incompréhensions entre les deux teams, mais nous sommes tous réunis par les mêmes valeurs. Tout ce que je peux dire pour clore cette partie, c'est que faites ce que vous voulez avec votre corps, mais sachez que vous n'en aurez qu'un. Le petit enfant dans ma tête se demandant « Comment se fait-il que nous nous sentions obligés de boire de l'alcool ?» La partie adulte dans ma tête a répondu « Eh bien, nous allons nous renseigner et tenter d'apporter un éclairage sociologique et historique à ce questionnement. » J'ai donc trouvé un article très intéressant de Didier Nourisson, publié en 2019 et qui s'intitule « Jeunes et alcool dans l'histoire contemporaine ». C'est-à-dire principalement au 19e siècle, après la Révolution française, et évidemment au 20e et début du 21e siècle. Premier fait intéressant, c'est que l'alcoolisme a été défini dans les années 1850 par Magnus Huss, et qu'il existait déjà à ce moment-là, en tout cas en France, un mouvement anti-alcoolique, avec des associations comme la Société française de tempérance, fondée en 1872, et l'Union française anti-alcoolique, fondée en 1895. Donc malgré la conscience qu'on avait de cette maladie et de ses effets dévastateurs, la consommation d'alcool faisait quand même partie du quotidien non seulement des adultes qui en consommaient au travail, dans la rue, pas de soucis, mais aussi du quotidien des enfants, des jeunes adolescents qui en consommaient sous le regard bienveillant et éducateur des adultes. Par exemple, ce que nous dit l'article, c'est qu'il n'était pas rare qu'on envoie un enfant, l'enfant de son voisin, faire une commission, aller chercher 2-3 courses dans un autre quartier. On lui demande de rapporter 2-3 bouteilles de vin et pour le remercier, le récompenser, on lui fait partager la dégustation en arrivant. Donc c'est comme ça qu'on retrouve des photos d'enfants avec des bouteilles de vin dans la rue à Paris par exemple. Tout ça, c'est ce que Didier Nourisson appelle une alcoolisation juvénile innocente. Cette consommation-là concernait plutôt les classes populaires, et dans les classes sociales plus élevées, l'alcool était considéré comme un moyen de faire son entrée dans le monde, de maîtriser les codes et d'apprendre à se tenir socialement. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui quand, par exemple, on est invité au restaurant avec des amis ou des gens plus âgés que nous et que on les voit goûter le vin. C'est quand même un savoir-faire, un patrimoine extrêmement complexe et fascinant, il faut le dire. Et le fait de ne rien y connaître, on passe un peu pour un plouc, disons-le. Ça m'est arrivé de faire semblant d'y connaître un peu plus que ce que j'en savais vraiment et de dire « oui, c'est très bon », enfin bon, je pense qu'on a déjà vécu ce genre de situation. Et à mon avis, c'est un reliquat de ce statut de l'alcool comme maître de l'entrée en société. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans les classes populaires ou aisées, on ne diabolisait pas du tout la consommation d'alcool et surtout elle n'inquiétait pas du tout. Ce qui inquiétait, c'était les hommes adultes
consommateurs de spiritueux. Et là c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une distinction qui est faite entre les bons alcools et les mauvais alcools. Les bons alcools étant le vin, le cidre, la bière principalement, tandis que les mauvais alcools concernaient tous les spiritueux qui engendraient, comme on le pensait, et qui engendrent sûrement véritablement une dégénérescence des organes, de l'individu à son échelle, puis à travers la reproduction sexuée, une dégénérescence de la race tout entière, race entendue dans le sens où on l'employait au 19e siècle et dès le 18e siècle, avec l'émergence de ce discours hygiéniste et racial qui naît avec l'évolution de la biologie au siècle des Lumières. Et cette distinction entre les bons alcools et les mauvais alcools va s'implanter jusque dans les écoles, puisqu'en 1895, feu le président de la République Raymond Poincaré publie une circulaire qui impose l'enseignement anti-alcoolique dans les écoles. Et là, c'est vraiment super intéressant. En lisant l'article, je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire le parallèle avec les cours d'éducation sexuelle qu'on reçoit en 5e, 4e, 3e. Vous vous en souvenez de ces cours-là, où on nous présente la consommation d'alcool ou la consommation de sexe comme une chose normale faisant partie de la vie et même agréable, à partir du moment où on respecte certaines règles de respect et de protection surtout évidemment. La morale étant un petit peu buvez les jeunes mais buvez bien, ou baisez les jeunes mais baisez bien. Sans rire, on se protège. La différence étant que pour l'enseignement sexuel, il a suffi de 3 heures à tout compter dans toute ma scolarité pour que les adultes considèrent que le sujet a été traité en long, en large et en travers. Je vais vous donner des préservatifs. Non merci, ça va aller. Alors que l'enseignement anti-alcoolique à l'école percolait vraiment toutes les matières, c'est-à-dire depuis les problèmes de mathématiques où au lieu de savoir combien de temps il faut pour remplir une baignoire de tant de litres qui s'écoule à tant de litres par minute, on se demandait combien de temps il fallait pour que X grammes d'alcool pénètre dans le sang d'un individu pesant Y kilogrammes. Je dis n'importe quoi, j'imagine ce que peuvent être des problèmes mathématiques dont l'intitulé intègre la question de l'alcool. L'article ne donne pas les détails, mais laissez libre cours à votre imagination, vous pouvez nous en imaginer certains dans les commentaires. Et au-delà des problèmes de maths, il y avait évidemment les sciences biologiques et expérimentales. Alors je me demande quelles expériences il faisait, encore une fois, on n'a pas les détails. Les dictées en français, il y a de très beaux textes sur l'alcool, de Baudelaire, d'Apollinaire, des chefs-d'œuvre de la littérature française. Ah oui, et une matière intéressante aussi, les cours d'éducation ménagère. Une bonne ménagère doit savoir quand et comment servir du vin à son mari. Et les cours de morale et d'initiation civique aussi. Donc vous voyez, vraiment c'était un sujet qui concerne beaucoup de champs de la sphère sociale. Pour être un bon citoyen, il faut être un bon buveur. Et alors, une fois le cours de mathématiques terminé à 12h30, alors qu'on a le ventre qui gargouille depuis 11h et qu'on regarde l'heure qui tourne parce qu'on a une dalle jusque dans les pieds, on pense en avoir fini avec le sujet de l'alcool, que nenni, puisqu'on en sert à la cantine. C'est pas un truc de fou quand même. Mais rassurez-vous, dans les années 1950, petit progrès sanitaire, une nouvelle circulaire impose la distinction des alcools consommables selon les tranches d'âge des élèves. À partir de ce moment-là, pas d'alcool servi sur les tables de cantine pour les moins de 14 ans, des alcools à 3 degrés maximum pour les élèves entre 14 et 18 ans, et au-delà de 18, les mêmes alcools que pour les adultes sans limite. Et il faut attendre 1984, 1984, pour que une nouvelle circulaire bannisse toute consommation d'alcool dans les écoles, y compris pour le personnel de restauration. Ah oui, parce que, désolé les gars, il va bien falloir montrer l'exemple. Ça c'est pour les côtés un peu anecdotiques, mais ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que l'État prenait une responsabilité assumée dans l'éducation de ces jeunes vis-à-vis de la consommation d'alcool. On peut se positionner en faveur ou en défaveur, mais il y avait vraiment une politique volontariste et une implication civique. Tandis qu'aujourd'hui, mis à part l'interdiction de vendre de l'alcool aux mineurs dans les supermarchés et l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique mais qui s'applique à tout le monde, on va dire que ce sont des reliquats embryonnaires de ces politiques d'éducation qui a existé au 19e siècle. Qu'est-ce qui nous reste d'autre? Les campagnes de sensibilisation, les centres publics de désintoxication, il y a quand même des choses qui sont entreprises évidemment, et Dieu merci, ou l'État merci, et nos impôts merci, mais on est davantage dans la prévention et le soin médical que dans l'éducation véritablement.
Ensuite, tout ça change un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un pic de la consommation d'alcool dans les ménages, comme un pic de la consommation de tissus pour confectionner les robes de Christian Dior. C'était un temps de l'abondance et il fallait retrouver le goût et la joie de vivre, donc on mettait des grandes robes et on buvait beaucoup de vin, et on espère que ce sera pareil quand on sortira du Covid. Mais après cette courte période d'euphorie, le travail nous rappelle la raison. Il faut remettre sa tenue d'ouvrière et rester sobre pour augmenter en productivité, car c'est les 30 Glorieuses qui s'ouvrent avec cette idéologie de la productivité. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, on connaît le contexte, tout est à reconstruire, donc l'industrie is the queen, alcohol is not the king, ce qui fait que la consommation d'alcool diminue progressivement jusqu'à aujourd'hui, notamment la consommation de vin, puisque autre élément de contexte qui vient modifier cette consommation des Français et des jeunes par rapport à l'alcool, c'est la mondialisation, notamment la création du marché unique au sein de l'Union Européenne. Il n'y a plus de frontières, tous les alcools sont permis. On va consommer de la vodka polonaise, du rhum espagnol, du vin italien. Je connais pas tous les alcools de tous les pays. D'ailleurs, si vous avez des origines et un alcool patriotique chez vous, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires car c'est un sujet culturel aussi, disons-le. Et en France on est quand même plutôt bien servi sur ce sujet, mais ça ne nous a pas empêché d'importer des alcools d'autres pays pour multiplier les plaisirs. Et c'est ce qui fait que les jeunes aujourd'hui consomment moins de vin mais plus d'alcool varié. Il y a eu donc ce changement de contexte politique, économique aussi à travers l'extension de l'offre, par exemple les sodas américains qui sont arrivés aussi. Et puis les changements de mode de vie, comme je le disais, l'intensification des rythmes de travail, le développement des loisirs, de la conduite automobile, à un moment où l'alcool était plutôt associé aux journées de travail. Donc évidemment, aujourd'hui l'alcool est davantage associé aux loisirs, mais il y a eu quand même ce switch qui a dû s'opérer à un moment donné, ce qui a fait que la consommation a diminué à un moment avec le développement des loisirs. Et à tout cela s'ajoute un phénomène démographique dès les années 1950 et qui concerne plus précisément la relation des jeunes avec l'alcool. Les jeunes, c'est une expression qui est apparue dans les années 1950, dans la presse d'abord, et c'est une prise de visibilité médiatique qui était en totale cohérence avec l'augmentation de leur nombre relatif dans la population, qui était une conséquence du baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Mai 68, on connaît l'histoire, les jeunes se font de plus en plus voir et entendre, et surtout, ils vont devenir un modèle culturel à part entière, et ils vont imposer leurs standards, leurs codes, leurs attentes, leurs goûts à l'ensemble de la société. Ils deviennent une référence, et ils deviennent la cible publicitaire principale. Pourquoi c'est intéressant vis-à-vis de la consommation d'alcool? C'est parce que cette génération-là, et sûrement encore la nôtre, à moindre degré, entretient une culture de la société du risque, du goût, d'une vie courte et intense. Ça, c'est un modèle qui est particulièrement prégnant dans la culture hippie. On le retrouve dans des films comme La Fureur de vivre en 1955 avec James Dean. Il y a vraiment une espèce de fantasme autour du risque et de YOLO, quoi. Finalement, c'était YOLO avant l'heure. Sauf que dans les années 1990, le concept d'addiction arrive en France. Certes, l'alcoolisme avait été déjà défini comme on l'a vu, mais là c'est vraiment le concept d'addiction d'autant plus pathologisé et qui concerne les substances psychotropes en général. Et on commence à s'inquiéter du fait que ces substances puissent modifier la conscience. Certes, à un moment T, celui de la consommation, mais aussi sur le long terme, dégénérescence des neurones, etc. Perte de mémoire, ce genre de choses. C'est là que s'ouvre la période glorieuse des tests médicaux et sociologiques qui permettent d'établir des statistiques et de mettre en place des programmes de soins en fonction des résultats. On a des questions qui portent sur l'âge de la première consommation d'alcool, sur la régularité de la consommation, les moments, les lieux, les contextes de consommation, les effets ressentis. Et d'ailleurs, ce sont des tests qui circulent encore aujourd'hui. Par exemple, quand je me suis inscrite dans mon école de commerce, pour compléter le dossier d'inscription, il y avait un test obligatoire à remplir sur notre consommation personnelle d'alcool. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, à ce moment-là, j'étais si peu renseignée sur
les effets de l'alcool parce que je n'en consommais pas et que je ne me sentais pas concernée, que j'ai obtenu un mauvais résultat et qu'on m'a donc proposé par mail un accompagnement psychologique, de désintoxication, enfin bref, c'était à 1000 lieues de ma situation. Mais j'en ris, mais c'est très très bien qu'il y ait des tests comme ça dans les écoles parce que bien sûr ça ne permet pas d'identifier, de repérer tous les problèmes, mais au moins on a encore une fois un petit bout de cet accompagnement adulte et civique qui existait au 19e siècle alors qu'il était pris en charge par l'État, tandis qu'aujourd'hui il est davantage pris en charge par le privé, ou en tout cas par nos écoles qui ont une réputation à tenir. Grâce et en parallèle de ces tests, les sociologues, les professionnels de santé ont observé des pratiques naissantes chez les jeunes dès les années 1950 et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le rituel de passage du binge drinking qui, sachez-le, chez les épidémiologistes s'appelle l'API, alcoolisation ponctuelle importante. Ça sonne plus sérieux dit comme ça. Hein. Et la pratique, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez quand on fait le tour des bars ou des boîtes en buvant un verre dans chaque boîte et que le but est simplement de s'alcooliser. Cette pratique-là aussi a été observée pour la première fois en Bretagne dans les années 70-80 et puis s'est étendue au reste de la France parce que grâce au TGV on a pu voyager, s'entretenir, converser, bref on a une culture beaucoup plus nationale qu'elle ne l'était il y a encore quelques décennies. Donc face à l'observance de ces pratiques, l'État s'est quand même dit les gars on va revenir en force et en 1954 il crée le Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme qui subventionne des recherches sur le sujet et qui lance des campagnes médiatiques pour prévenir les abus. Donc il y a une action de l'État, c'est sûr, mais même à travers les campagnes, le message qui est relayé, c'est celui qu'on est responsable de sa propre consommation. Et d'ailleurs, c'est en totale cohérence avec la culture de l'individualisme qui est née dans les dernières décennies du XXe siècle. Dans les années 70, il y a une campagne qui a utilisé un slogan assez marquant à l'époque et que je trouve encore marquant aujourd'hui en disant « On ne naît pas alcoolique, on le devient ». L'État continue d'assumer en partie son rôle d'État-providence notamment à travers le système de santé qui s'occupe aussi de traiter les problèmes de dépendance à l'alcool et aux autres substances, mais avant d'en arriver à ce point-là, la consommation d'alcool est vraiment laissée à l'appréciation de chaque famille et de chaque individu. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé intéressant de vous parler de mon contexte familial en début de cette vidéo, puisqu'on le voit, ça façonne beaucoup de nos rapports par rapport à l'alcool et la façon dont on envisage sa consommation. Si l'article vous intéresse, n'oubliez pas que je vous mets le lien en barre d'infos. Je serais ravie d'entendre vos opinions, vos réflexions, vos remarques en tout genre sur ce dont on vient de parler. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Faites ce que vous voulez et kiffez la vie, autant que possible en cette période de Covid-19. Mais surtout, faites attention à vous. Ciao. Bon, ben, messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, faut bon retour, hein.